Le vendredi 13 octobre 1972, Nando Parrado s'est réveillé après 48 heures d'inconscience. Il ne reprenait pas ses esprits suite à une opération chirurgicale. Il ne se réveillait pas après une grosse soirée. Il était entouré de cadavres et d'amis blessés à des milliers de kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Dans une vallée glaciaire, dans les Andes, des 45 passagers, la plupart membres d'une équipe de rugby uruguayenne, en route pour un match au Chili, les 9 ont survécu au crash. Dans un premier temps, ils firent ce qu'ils pouvaient, buvant la neige fondue et mangeant tout ce qu'ils pouvaient récupérer dans leur bagage. Le premier jour, se souvient Parrado, j'ai lentement sucé le chocolat autour de la cacahuète. Le deuxième jour, j'ai lentement mâchoué la cacahuète pendant des heures, ne me permettant qu'une petite bouchée de temps en temps. J'ai fait exactement la même chose le troisième jour. Et quand il ne restait plus rien de la cacahuète, il ne restait plus du tout de nourriture. Une semaine plus tard, confronté à la menace de la et sachant grâce à une radio à transistor que les autorités chiliennes avaient abandonné leurs efforts de recherche, Nando et ses amis prirent une décision inimaginable. Ils décidèrent de manger les corps des morts. La mère et la petite sœur de Parrado se trouvaient parmi les rares femmes présentes à bord de l'avion. Il leur avait invité pour le voir jouer au rugby. Sa mère Zenia, de 49 ans, est décédée sur le champ lors du crash. Sa petite sœur Suzy survécut lors du crash, mais va mourir une semaine plus tard dans les bras de son frère. Le premier corps qu'ils consommèrent fut bien sûr celui du pilote, puisqu'ils estimaient que c'était bien lui le responsable du crash. Les autres corps, notamment celle de Suzy et de Zenia, étaient hors de question, avaient convenu les survivants. Mais Parrado était tourmenté par l'idée que quelqu'un enfreigne à leur accord et il ne pouvait vivre avec lui-même si cela arrivait. 2 mois après l'accident, Parrado annonçait qu'il allait rechercher de l'aide. Il était affamé et sans aucune expérience d'escalade en montagne et sans la moindre idée d'où il allait. Mais il considérait cela comme une meilleure option que de manger le corps de sa mère et de sa petite sœur. Je ne voulais pas avoir à manger leur corps. Je ne voulais pas vivre ce moment-là, a-t-il déclaré. Nando et son ami Robert cousurent un tissu pour former un sac de couchage et improvisèrent un traîneau, puis ils entamèrent leur expédition. Ils choisirent de monter que de descendre, pensant qu'un point de vue plus élevé leur donnait de meilleures chances pour trouver un chemin afin de s'échapper. Ils gravirent un sommet de 4500 mètres en 3 jours de marche épuisante, mais ils ne trouvèrent pas ce qu'ils espéraient. Ce que j'ai vu quand nous avons atteint le sommet m'a glacé le sang. J'étais incapable de respirer, de parler ou de penser. Ce que j'ai vu était horrible. Au lieu de sommets verdoyants, nous avons vu des montagnes et des sommets couverts de neige à 360 degrés autour de nous. C'est un aussi loin que nous pouvons voir à l'horizon. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais mort. Mais il n'y avait pas moyen que je puisse revenir en arrière pour avoir à manger le corps de ma mère et de ma soeur. La seule voie disponible était de continuer. Nous allons mourir, mais nous allons mourir en essayant. Je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Il descendit l'autre versant de la montagne et commençait à traverser le glacier en contrebas, s'affaiblissant de plus en plus chaque jour. Le duo continua à traverser les montagnes pendant 10 jours d'affilée. C'était un effort continu, flou et douloureux. Les montagnes étaient si grandes qu'on avait l'impression de ne pas avancer. On se fixait un repère au loin, en imaginant qu'il ne faudrait que quelques heures de marche pour l'atteindre. Mais tout était tellement si démesuré qu'on ne voyait jamais la fin, a-t-il expliqué. La maladie s'installa et le corps des hommes commença à s'épuiser. Puis, le 18 décembre, ils trouvèrent une rivière. Alors qu'ils la suivaient, ils remarquèrent des signes montrant que quelqu'un a passé par là. Une boîte de conserve de soupe, un fer à cheval et même un troupeau de vaches, jusqu'à ce qu'enfin, le 20 décembre, ils aperçoivent un homme à cheval de l'autre côté de la rivière. Ils n'arrivaient pas à s'entendre à cause du bruit de la rivière. Alors Parrado mima un avion en train de s'écraser pour essayer d'expliquer qui ils étaient. Il craignait que l'homme le prenne pour un fou et s'en aille. Mais au contraire, l'homme attacha un mot à une pierre et la lança de l'autre côté de la rivière. « Dites-moi ce que vous voulez. » Parrado répondit. « Je viens d'un avion qui s'est écrasé dans les montagnes. Nous marchons depuis 10 jours. Nous n'avons plus de nourriture. Je ne peux plus marcher. » Il expliqua qu'il avait encore 14 amis dans les montagnes et qu'ils avaient désespérément besoin d'aide. L'homme lut la note et fut choqué. Mais croyant ce qu'il lut, il voyagea 10 heures à cheval jusqu'à la civilisation la plus proche et revint le lendemain avec une équipe de secours. Miraculeusement, 72 jours après le crash, Parrado et son ami étaient sauvés. Et le lendemain, il guida l'équipe de secours jusqu'au crash en hélicoptère où 14 autres survivants furent retrouvés et secourus. On va de l'avant parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, a-t-il expliqué.
L'histoire de Parado est une histoire de persévérance humaine, de courage et de fermeté face à une désespérance désespérée. Lorsque l'esprit humain exclut toutes les autres possibilités et se fixe sur un seul chemin, ce chemin attire chaque once disponible de votre passion, de votre persévérance et de votre énergie, ne laissant aucune place pour l'hésitation ou la déviation. La première étape avant que quiconque dans le monde y croit, c'est que vous devez vous-même y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B parce que cela détourne du plan A. C'est Will Smith. Si vous avez d'autres voies à votre disposition, il est tout à fait possible que les heures les plus sombres vous attirent vers ces voies. Ceci ressemble probablement à des paroles motivantes, mais sans signification ou à une platitude irréaliste. Mais, étonnamment, des chercheurs ont révélé récemment qu'avoir un plan B dans n'importe quelle ambition a un impact négatif net sur nos chances de réussir avec notre plan A. Peut-être devait-on mettre tous nos œufs dans le même panier. Vous avez certainement entendu le conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Qu'il s'agisse de choisir une carrière, de postuler à l'université ou même de postuler à un nouvel emploi, avoir un plan de secours est généralement considéré comme une bonne idée. Des études ont montré que cette approche aide à atténuer une partie de l'inconfort associé à l'incertitude. Mais de façon étonnante, de nouvelles recherches ont montré qu'elle a également un coût très élevé. Avoir un plan de secours ou même envisager un a été mis en évidence pour potentiellement entraver votre performance en vous rendant moins déterminé à atteindre votre objectif principal. Dans 3 études, près de 500 étudiants ont été amenés à résoudre un casse-tête difficile qui consistait à déchiffrer des phrases embrouillées. S'ils y parvenaient, ils recevaient une délicieuse collation. Avant de tenter le casse-tête, un groupe d'étudiants a été invité à réfléchir à un plan de secours, d'autres moyens pour obtenir une collation gratuite au sein du campus s'ils ne parvenaient pas à déchiffrer les phrases. Les chercheurs ont constaté que les groupes qui n'avaient pas de plan B ont nettement performé mieux que les autres qui ont été invités à réfléchir à d'autres plans. Ils avaient des niveaux de motivation plus élevés, valorisent le succès et résolvent plus d'énigmes du puzzle. Des expériences ultérieures ont reproduit les résultats dans d'autres contextes, avec des récompenses différentes, par exemple l'argent, d'autres prix ou du temps économisé. Et les résultats étaient toujours les mêmes. Une des chercheuses, la scientifique en comportement Milkman, conclut: cela suggère que avoir un plan de secours vous fera réellement moins vouloir atteindre votre objectif, ce qui nuit ensuite à vos efforts, à vos performances et finalement à vos chances de réaliser avec succès votre objectif. Ces conclusions sont pour des objectifs dont le succès dépend largement de l'effort. De plus, alors que certaines personnes peuvent se sentir gênées à cause de leur peur de l'échec, des recherches montrent que la peur de l'échec peut réellement apporter un élan nécessaire pour accomplir votre objectif. De la même manière, d'autres recherches ont montré que plus vous percevrez d'émotions négatives en cas d'échec, plus vous serez déterminé à réussir. Cependant, si vous avez un plan de secours, l'incitation à réussir est amoindrie parce que vous avez supprimé la peur de l'échec. Prendre des risques ne signifie pas être imprudent. N'allez pas envisager de faire une traversée de 10 jours quelque part dans les cordillères des Andes. Je vous avertis. Il y a une différence entre prendre un risque, concentrer tout votre être sur un objectif pour l'atteindre et être absolument imprudent. Une loi est que vous devez être un penseur du plan A. C'est l'une des réalités inconfortables, inévitables de la condition humaine. La mesure de nous-mêmes que nous pouvons consacrer pour un résultat, esprit, énergie et focus est positivement corrélée avec la réalisation du but dans la poursuite de vos objectifs les plus importants. Un plan B de secours est un poids supplémentaire à porter, un fardeau motivationnel à porter et un compagnon de distraction à appeler. Il n'y a pas de force plus grande de créativité, de détermination et d'engagement que celle d'une personne non distraite par un plan B. Je vous remercie.